Bien, très bien. Voilà, c'est bon, Smith. Merci de prendre la main pour gérer. Voilà. Bonsoir. Smith, tu as la main. Voilà, donc on va démarrer. Parfait. Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous nous recevez. Il est 20h passé de 3 minutes et vous êtes au Salon des entrepreneurs, une activité coordonnée par l'Institut universitaire des sciences avec l'appui de la NILCA, une agence qui fait le développement de compétences dans le Nord. Et ce soir, nous avons avec nous M. Wilder Jean. Il est doctorant en sciences juridiques et il va nous parler d'un sujet assez sensible et intéressant pour nous, qui est quels sont les défis administratifs dans le développement durable en Haïti. Donc ce soir, je vous invite déjà encore à savourer toute la diffusion de savoir qui va être faite par le biais de ce présentateur et avec vous, votre serviteur Smith Joseph, qui est de retour sur le plateau. Je vous dis bienvenue et bonne écoute à vous tous. Bonsoir, M. Wilder Jean. Bonsoir, cher ami. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en cette occasion. Je dois tout d'abord remercier les dirigeants de l'université qui ont décidé de faire appel à moi dans le cadre de ces causeries organisées par l'UIS qui permettent la vulgarisation des savoirs de la connaissance. Et en même temps, ils m'ont donné l'opportunité de choisir un thème qui m'intéresse beaucoup, qui fait partie justement de mes recherches, qui n'est autre que le développement durable. Naturellement, les défis administratifs du développement durable en Haïti, j'ai choisi de prendre la parole en essayant d'aborder cette question pour la plus simple bonne raison. Il ne saurait y avoir développement durable si les défis administratifs en persistent et les défis administratifs en question sont de nature à empêcher l'effectivité réelle du développement durable. Dans le cadre de cette conférence, je compte aborder la question via une approche historique et descriptive, historique dans la mesure où nous devons nous fier au temps, nous devons nous confier au temps et sans avoir l'intention de nous méfier du temps. Et en ce sens que nous allons essayer de voir le continent qui a été beaucoup plus touché lors de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un terrain qu'il faut explorer, qu'il faut exploiter en même temps, vu que le droit de l'environnement a eu vraiment un développement considérable sur le continent européen. Donc, voilà, nous sommes justement à la fin de la Seconde Guerre mondiale où les pays européens sont ravagés par la guerre et à la fin de cette guerre-là, vous avez des initiatives de part et d'autre, comme par l'ONU, et le continent européen avait compris la nécessité de se reconstruire et dans la foulée, il y a des projets de développement qui ont été lancés, matérialisés, des projets d'aménagement, des projets de mise en place en équipement pour pouvoir faciliter biens et services aux Européens. En gros, nous avons constaté que la fin de la Seconde Guerre mondiale est surtout marquée par la croissance économique, par une tendance envers la production, donc une société productiviste. Et dans cette société productiviste, ce qu'il faut comprendre, il y a une volonté persistante de continuer à exploiter de manière à outrance, de manière anarchique, des ressources humaines qui sont déjà, des ressources naturelles qui sont déjà limitées. Alors, l'Organisation des Nations Unies avait compris la nécessité de travailler dans les domaines du développement en essayant de voir comment dégager une prise de conscience de la part des chefs d'État et de gouvernement dans le monde entier. C'est ainsi qu'en 1972, 16 juin 1972, il y a eu à Stockholm la première conférence sur la planète sur le développement en essayant, si vous voulez, de questionner le développement. De par cette conférence, on a eu normalement la mise en place ou bien il y a certains principes qui ont été adoptés à l'occasion et parmi ces principes-là, nous avons le droit de vivre dans un environnement sain.
un environnement qui doit être protégé, qui doit être à l'abri, si vous voulez, des causes de nature à dégrader l'environnement. Car la dégradation de l'environnement, c'est en même temps la dégradation de l'humanité, la dégradation de l'homme en général. Donc, du coup, il y avait un principe fondamental qui est très cher à nous dans le droit de l'environnement, le droit international de l'environnement, qui n'est que le principe d'utilisation rationnelle et efficace des ressources naturelles déjà limitées. Et vous savez très bien que les années 70 ont été marquées par une crise pétrolière, par une crise économique, et tout le monde se rendait compte que la manière dont on fait le développement n'est pas la bonne manière, ce n'est pas la croissance. Et en ce sens, il y avait même des économistes que l'on appelle des économistes altérés qui ont dû intervenir pour parler justement de la croissance zéro. Croissance zéro, c'est-à-dire il faut stopper la croissance, il faut essayer de voir la croissance d'une autre manière, il faut recourir justement à des énergies qui sont des énergies renouvelables, parce que en fait, les ressources que l'on a, qui sont des ressources naturelles, et dans l'état actuel des choses, dans les années 70, sont des ressources qui sont extrêmement limitées et qui commencent à se faire rares. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait une volonté réelle de l'international de prendre en charge la question du développement. Donc, il y avait d'autres principes qu'il faut considérer, par exemple, le droit d'accès à l'information, à la participation, qui sont des droits, on considère comme étant des droits humains, mais en même temps, ce sont des droits qui sont des droits environnementaux, qu'il ne faut jamais négliger et qu'il faut essayer d'inciter la population à prendre des décisions, à participer aux décisions, afin que ces décisions-là reflètent véritablement la réalité sociologique et la réalité économique des gens. Donc, 10 ans après, soit en 1988, il y avait un rapport qui a été rédigé en termes d'évaluation concernant le développement dans le monde. Dans ce rapport, baptisé rapport Brundtland, il faut voir que dans ce rapport particulièrement, il y avait une critique sévère contre le développement, contre la société productiviste, et la conclusion, c'était justement pour dire le développement que l'on fait, ce n'est pas un développement durable, donc il faut faire du développement durable. Il faut cesser de faire le développement dans n'importe quelle condition, il faut parvenir à mettre en place des structures qui nous permettent justement de faire le développement durable. Donc, c'était pour la première fois que l'expression développement durable, concept développement durable, a été évoqué dans un rapport, nous sommes en 1980. Soit 10 ans après, 1992, eh bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? 1992, donc je sais quoi, 18 ans, 1988, c'est pas quand même 10 ans, là, vous me pardonnez quand même du comptage. Et en 1992, soit 20 ans après la conférence de Stockholm, eh bien, c'était le moment extrêmement fondamental dans la production juridique du droit de l'environnement, notamment du développement durable. Le développement durable a été véritablement encadré. C'est pour la première fois qu'on a eu une définition du développement durable. À un moment donné, on dit concept développement durable ou bien principe développement durable. Cette conférence a eu lieu à Rio, à Janeiro, au Brésil, des 4 ans et 5 juin 1992. Donc, je dois rappeler justement, je dois donner cette piqûre de rappel en vous disant qu'à l'occasion de cette conférence notamment, on a des firmes multinationales, des économistes qui sont là, ceux qui sont pour la production, qui sont pour la croissance économique à tout prix. Vous avez eu des chefs d'État et de gouvernement, et vous avez en même temps des populations autochtones qui croient que le développement parlé par l'Occident ne pourra pas justement satisfaire leurs desiderata. Et en ce sens, il y avait tellement de discussions et le développement durable a pu avoir un certain encadrement, mais cela n'empêche pas pour autant que l'émergence de la productivité reste et demeure. Cela n'empêche pas pour autant que la société productiviste
continuer à avoir gain de cause par rapport à la protection de l'environnement à proprement parler. Ainsi, le principe 4 de la déclaration de Rio a eu à définir le développement durable en disant que le développement est durable, toutefois que le développement se fait en harmonie avec la protection de l'environnement. Donc, ce n'est pas une tendance de combattre la croissance. Oui, on est pour la croissance, mais la croissance doit se faire dans des conditions qui garantissent la protection de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle on a eu à dire, dans la définition justement du développement durable, du concept en développement durable, il y a lieu de mentionner 3 piliers. Il y a la protection de l'environnement qui doit être priorisée, il y a l'équilibre économique, il y a l'équité sociale. Voilà les 3 piliers du développement durable au terme du concept, bien de la définition donnée par l'Occident. Définition produite par l'Occident. OK? Et ensuite, puisqu'il s'agit d'un concept, l'Organisation des Nations Unies pose la question de manière intergénérationnelle, en nous disant que le développement durable, c'est un développement qui se fait en ce sens que les générations présentes ont pu parvenir à satisfaire leurs besoins, mais il faut faire tout ce qui est possible pour que les générations à venir puissent trouver de quoi, en termes de ressources naturelles, pour pouvoir satisfaire leurs besoins également. Donc, c'est une définition générationnelle qui nous met en garde, nous, générations présentes, à faire un bon usage des ressources naturelles pour ne pas compromettre les générations à venir à faire leur choix. Et alors là, je me rappelle justement ce que Hans Jonas en disait vers les années 70. Il a eu à écrire un ouvrage assez intéressant, Éthique et morale. Donc lui, il pense que l'homme doit être responsable. L'homme doit être responsable. L'homme doit cesser de croire qu'il y a une relation de domination où l'homme est considéré comme étant l'élément, comme étant le sujet dominant par rapport à la nature qui serait considérée comme étant un sujet dominé. Donc, il faut, par contre, essayer de développer une relation harmonieuse avec la nature afin de pouvoir justement garantir la bonne utilisation des ressources naturelles. Donc, l'homme doit cesser de croire que la science peut tout résoudre en essayant justement de se faire remplacer par la science. C'est le cas des robots, etc., des manipulations génétiques, si vous me permettez. Donc, pour Hans Jonas, c'est une sorte d'absence de responsabilité par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la nature à proprement parler. Mais ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que ces 2 thèses-là militent en faveur, ce qu'on n'entend pas une approche centrée sur l'homme. C'est centré sur l'homme, c'est égaux. C'est-à-dire qu'on ne protège pas l'environnement parce que c'est une nécessité, c'est une façon de comprendre l'environnement comme étant un sujet de droit, comme diraient les écologistes de l'écologie profonde, si vous me permettez, mais crois plutôt qu'il faut protéger l'environnement parce que l'environnement est utile. C'est une approche qui est purement et simplement utilitaire. Il faut protéger l'environnement parce que l'environnement est utile, parce que nous avons besoin de la nature, nous avons besoin de l'environnement pour parvenir à satisfaire nos propres besoins. Mais non pas qu'il faut protéger l'environnement comme étant un sujet à part entière, même si en fait, contrairement à ce que pensent les écologistes profonds, bien le courant de l'écologie profonde, la nature comme étant un sujet de droit, ça pose problème, ça pose justement des questions de réflexion. Et ce qu'il faut comprendre dans cet aspect de la question, c'est que c'est l'économie qui a eu toujours raison, si vous voulez, de la protection de l'environnement. Je me rappelle 2012 notamment, j'étais à Limoges à cette époque, on a eu à faire des conférences sur la protection de l'environnement. L'ambition des participants était justement d'arriver à créer OME, l'Organisation mondiale de l'environnement, au même titre que
l'Organisation mondiale du commerce. Donc, afin de pouvoir mettre ces deux-là en compétition, parce que justement, on estime que l'Organisation mondiale du commerce arrive mieux, le commerce se défend beaucoup mieux par rapport à l'environnement, parce qu'il y a une instance internationale capable de défendre le commerce contrairement à l'environnement. Et ensuite, ce qui importe de mentionner à cette phase des propos, c'est que qu'en est-il de l'effectivité du concept en développement durable? Il y a une évaluation qui a été faite qui a démontré que le concept, le principe, le concept développement durable n'a pas pu escompter les résultats et n'a pas pu donner les résultats escomptés dans la mesure où il y a des objectifs de ce concept qui ne sont pas atteints. Et on va voir ça rapidement, mais avant, permettez-moi de mentionner pour vous qu'il y a une sorte de mépris, si vous me permettez, une sorte de réticence par rapport au concept de développement durable. Mais je m'explique. Dans un premier temps, on dit que c'est un concept et ce sont les conditions imposées des piliers déjà évoqués qui caractérisent le développement durable. Ces piliers-là ont été adoptés par l'Occident. C'est comme si le développement durable est l'effet de l'Occident, non pas l'effet des pays qui ne sont pas développés, non pas l'effet des pays qui sont sous-développés, non pas les pays qui sont les pays pauvres, qui n'exploitent pas encore leurs ressources naturelles. Là, je suis dans une approche nord-sud, les pays du nord et les pays du sud. En ce sens que les pays du nord exploitent déjà leurs ressources naturelles et ils ont colonisé certains pays en vue de parvenir à exploiter leurs ressources naturelles. Et finalement, ils sont des pays développés aujourd'hui et ces pays-là nous mettent en garde, nous pays pauvres, de ne pas exploiter les ressources naturelles pour pouvoir faciliter nos développements en pensant que la destruction de nos ressources naturelles est de nature à aggraver la crise écologique qu'il y a dans le monde, alors que nous vivons dans une misère. Nous vivons justement dans une misère, nous patrouillons dans une misère. Donc ça, c'est une première considération. Deuxième considération, il faut voir aussi que les peuples autochtones ont leur façon de voir le développement. Et c'est la raison pour laquelle, dans une certaine société, on refuse de parler de développement, on parle parfois de progrès, on parle de société de progrès. Et troisièmement, si dans les pays développés, on arrive à mentionner l'existence justement des trois piliers dont nous venons de mentionner, qui caractérisent le développement durable, il faut voir aussi qu'il y a des pays qui possèdent déjà ces caractéristiques-là, donc qui sont en harmonie avec le développement durable. Donc, il y a lieu de se poser la question, et quand on parle d'équité sociale, c'est quoi l'équité sociale pour les pays pauvres, etc. On parle d'équilibre économique, c'est quoi l'équilibre économique pour les pays pauvres? Mais en même temps, je dois mentionner que cette question de protection de l'environnement, équité sociale, équilibre économique, il ne s'agit pas d'atteindre ces objectifs de manière séparée, mais plutôt c'est une sorte de mixité. C'est une sorte de mixité, non pas de juxtaposition à proprement parler. Maintenant, et il faut voir quand même dans le développement, de manière critique, le développement, c'est un développement qui est durable en réalité, c'est un développement qui tient compte des potentiels naturels, des potentiels humains d'une société et qui arrive à utiliser des savoirs locaux. Donc, c'est ça que l'autre en parlait, je n'ai pas son nom, M. Goudsam, je n'ai pas son nom, c'est géographe, mais c'est quand même un géographe qui a parlé du développement endogène. Donc, le développement, pour certaines sociétés, est durable quand le développement est endogène, à proprement parler. Donc, l'échec du développement durable peut se constater rapidement. Il suffit de voir quels sont les 17 objectifs du développement durable mentionnés par l'Organisation des Nations Unies. Nous n'allons pas nous éterniser sur ces 17 objectifs, mais au moins, nous allons essayer de mentionner quelques-uns de ces objectifs. D'abord, c'est la lutte contre les changements climatiques. Et tous les rapports qui sont donnés par GIEC montrent qu'en justement, il y a normalement les conditions, toutes les conditions se réunissent pour que l'augmentation de
de la température ne cesse pas d'aujourd'hui. Autrement dit, la température continue justement de grimper et donc les problèmes à venir s'annoncent clairement. Deuxièmement, c'est la lutte pour la lutte pour la biodiversité. Donc, pour sauvegarder et pour la sauvegarde de la biodiversité, diversité biologique, etc. Donc, où toutes les formes de vie sont importantes, il n'y a pas une forme de vie qui soit inférieure par rapport à une autre, car nous sommes dans un système écologique. Donc, tout élément a une importance capitale qu'il y a lieu justement de respecter pour le bien-être de la planète, pour le bien des services, je dirais, écologiques, des services environnementaux. Et ensuite, je dois dire que la conférence de Rio qui avait donné naissance à la déclaration de Rio, et qui était une prise de conscience manifestée par les chefs d'État et de gouvernement présents pour essayer de mettre en avant les enjeux planétaires par rapport à la protection du vivant, par rapport à la société, les enjeux socio-économiques et politiques, etc. Il faut voir que la conférence de Rio est considérée comme étant un vivrier juridique. En ce sens, il y a tellement de principes, dont le développement durable, qui ont pu prendre naissance à l'occasion de cette conférence. Il y a lieu de voir, normalement, c'est une conférence qui était riche en termes de principes juridiques, à proprement parler, dont le développement durable. Et ensuite, il faut voir également la lutte contre la pauvreté. Et il faut voir éradiquer la pauvreté comme l'un des objectifs du développement durable. Il y a aussi la notion de lutte contre la pauvreté, il faut travailler pour la paix et l'harmonie de la société. Donc, à ce moment-là, il suffit de regarder les problèmes économiques qu'il y a dans le monde, dont Haïti, les problèmes de pauvreté, dont Haïti, et la paix dont Haïti, c'est quand on parle de la paix dans le monde, il ne suffit pas de voir ce qui se passe actuellement en Israël, à Gaza, en Palestine, Iran, Liban, c'est pas ça qu'il faut voir seulement. C'est pas la question la Russie et l'Ukraine, mais à l'interne, il faut voir aussi comment la sécurité. Même au niveau des États-Unis d'Amérique, il faut se poser des questions. Qu'en est-il de la sécurité qu'il y a aux États-Unis d'Amérique? C'est pas seulement Haïti. Donc, grosso modo, nous venons de passer en revue de manière historique la notion de développement durable et nous sommes convaincus que l'approche économique a eu toujours raison de la nécessité justement de protéger l'environnement à proprement parler. Maintenant, comment le droit haïtien arrive à mettre en évidence le droit international de l'environnement? Nous avons des juristes justement qui sont avec nous ce soir et les juristes vont être d'accord avec moi que la Constitution de 1987 nous dit en termes clairs et précis, s'il y a un texte qui a été ratifié par le Parlement haïtien et ce texte fait partie nécessairement de notre arsenal juridique, en ce sens, la Convention sur la biodiversité, la Convention sur le changement climatique, lesquelles conventions qui ont été inspirées de la Déclaration de Rio et qui contiennent de la Déclaration de Rio, qui comportent en ce principe de développement durable, eh bien, ce sont des conventions qui sont ratifiées par Haïti. Comme de fait, Haïti fait corps avec le développement durable. Haïti poursuit les objectifs du développement durable à proprement parler. Et il y a un texte qui est assez intéressant, et un texte juridique, à mon avis, c'est un décret qui a été adopté et publié plutôt en date du 26 janvier 2006, portant et justement la responsabilité citoyenne, la régulation du comportement des citoyens, la protection de l'environnement et du développement durable, à proprement parler. Disons que ce texte-là, c'est un texte qui a été véritablement élaboré en harmonisation avec ces différentes conventions internationales qui ont été ratifiées par Haïti. Et dans ce texte-là, il y a la notion de développement durable qui est définie comme un principe et le développement durable qui a été défini tient compte justement de ces deux approches que nous venons
de mentionner, et à savoir, et dont nous venons de parler, l'approche intergénérationnelle et l'approche économique, si vous me permettez, et donc du concept en développement durable. Mais ce qui est plus important à ce carrefour, le développement durable, comme on vient de constater avec la pauvreté, etc., n'est pas effectif en Haïti. Et la question que nous avons justement posée dès le départ, c'est le fait que le droit administratif n'arrive pas à être appliqué, qui peut expliquer en partie l'ineffectivité du développement durable. À ce moment-là, il faut voir que dans le décret du 26 janvier 2006 portant protection de l'environnement et développement durable, il y a des outils du droit de l'environnement. Ces outils-là sont considérés comme étant des principes, et ce sont ces outils-là que nous disons qui sont considérés comme étant des défis administratifs, puisque ces outils-là ne sont pas appliqués et rien n'est fait par le gouvernement haïtien pour pouvoir mettre en pratique, si vous voulez, ces notions-là qui sont extrêmement fondamentales dans la mise en œuvre justement du développement durable. Dans un premier temps, il y a un principe, alors c'est pas un principe, pardon, il y a un outil, par exemple, un outil qui est appelé étude d'impact environnemental. Donc, l'étude d'impact environnemental est considérée comme étant un ensemble de techniques, un ensemble de règles scientifiques et qui sont réalisées en accord avec des règles et des procédures qui doivent identifier, prévenir, contrôler les impacts environnementaux d'un projet bien déterminé. C'est peut-être la passation de marché concernant des ouvrages, concernant des travaux d'aménagement, si vous me permettez, des équipements, etc. Donc, ce sont des projets de développement. Ce document-là, qu'il appelle l'étude d'impact environnemental, doit parvenir à identifier les problèmes, les impacts environnementaux de la réalisation de ce projet, en vue d'attirer l'attention des responsables sur la nécessité de prendre telle ou telle décision. Et ce document-là est soumis justement à des autorités compétentes. Et à la fin, ce document-là n'est plus un document parce que c'est un document qui a été réécrit. Et comme de fait, cela devient un document, non un simple document, mais un document juridique. Si c'est un document juridique, c'est comme l'existence d'un contrat. Donc, un acte capable de donner droits et obligations. En ce sens, ce qu'il faut retenir, dans la perspective de mieux protéger la population, la réalisation des projets, des programmes de gouvernement du secteur privé sont des travaux, des ouvrages, des aménagements qui doivent, la réalisation de ces travaux, de ces ouvrages et de ces aménagements doit être subordonnée à une étude d'impact environnemental. Et l'étude d'impact environnemental, sans entrer dans les détails, nous voyons normalement, cela demande une approche multidisciplinaire. Donc, tout dépend de la qualité du projet, de la qualité de l'ouvrage, etc. Il y a nécessairement l'intervention de ces compétences, car sans une approche interdisciplinaire, il sera très, très difficile justement de cerner les impacts environnementaux de la réalisation de ce projet. Et de plus, ce qu'il faut par la suite essayer de comprendre, c'est que l'étude d'impact environnemental est un outil d'aide à la décision. C'est l'étude d'impact environnemental qui doit aider les responsables d'État à prendre une décision. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que dans l'étude d'impact environnemental, il y a
par exemple, le contenu. Donc, ce qu'on va essayer d'analyser, on va essayer d'évaluer à travers cette étude, quand on réalise un stade de foot, ce ne sont pas les mêmes préoccupations par rapport à la construction de 5 km de route, de 75 km de route. Et en même temps, il y a une question de quantité. Il y a une question de quantité. À un moment donné, par exemple, si on prend le cas, on prend le cas, par exemple, de l'étude d'impact et d'un projet ayant rapport avec la pêche. Oui, on peut avoir un projet de pêche, mais on va étudier l'étude d'impact pour pouvoir déterminer les seuils, la taille, etc., etc. Donc, du coup, nous sommes en train de voir que l'étude d'impact environnemental a une importance telle, c'est un outil d'aide à la décision. Mais il faut voir aussi le contenu de l'étude. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Tout dépend justement du domaine dans lequel on va faire on va réaliser le projet. Et c'est la nature du projet, l'objet du projet, la grandeur du projet également. Là, ce sont des éléments qui peuvent déterminer le contenu de l'évaluation des impacts environnementaux. Maintenant, je suis juriste je dirais par nature, si vous me permettez. C'est une intervention qui se fait par un juriste. Donc, ce qui m'intéresse en même temps, ce sont les effets juridiques de l'étude d'impact. Vous avez des effets qui sont des effets indirects. Ces effets indirects concernent, par exemple, s'il y a un projet qui va se réaliser, c'est une obligation de faire une étude d'impact. S'il n'y avait pas d'étude d'impact, donc on dit ces effets indirects, on peut attaquer, contester la réalisation de ce projet, la mise en œuvre de ce projet, parce que c'est un projet qui devait être soumis à l'étude d'impact. Cela n'a pas eu lieu. Comme de fait, on peut aller devant le juge des référés, on fait une sorte de référé suspension afin de dire que ce projet ne peut pas être exécuté parce que purement et simplement, ce projet souffre de l'étude d'impact. Il y a effet direct. L'effet direct concerne, c'est lorsqu'il y avait effectivement l'étude d'impact, mais il y a des vices qui ont été identifiés dans la mise en œuvre de l'étude d'impact. À ce moment-là, impact environnemental, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a des vices de forme, il y a des vices de procédure. Donc, tout comme quand on arrive au niveau du contentieux, il va y avoir également le contrôle de l'administration. Parce qu'en fait, la finalité de l'étude d'impact à proprement parler, c'est d'arriver à un moment donné pour, dire en termes clairs et précis, indiquer que ce projet-là peut avoir tel ou tel impact. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter? Si on ne peut pas éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire? Si on ne peut pas réduire, qu'est-ce qu'il faut faire pour compenser? C'est éviter d'abord. Impossible d'éviter, voir comment réduire. Si on n'est pas capable de réduire, comment va-t-on s'y prendre, pour pouvoir compenser les dégâts des dommages environnementaux que ce projet-là aura justement à avoir sur la communauté, sur l'espace physique, sur l'humain également. N'oubliez pas que nous avions dit dès le départ, la protection de l'environnement se fait dans la perspective de la protection de l'humain, à proprement parler. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le développement durable, pour être effectif, a besoin justement de la mise en œuvre de ces outils du droit de l'environnement, notamment l'étude d'impact environnemental. Et à partir du moment où on a la réalisation, la mise en œuvre de ces outils administratifs, on arrive à enlever ces défis administratifs, on peut espérer justement à obtenir le développement durable à proprement parler. En fait, il y a une autre chose que j'aimerais justement mentionner pour mettre fin à cette partie-là, parce que j'aurai justement une petite conclusion en termes de propositions à faire. Parce qu'il ne suffit pas de dire, mais en même temps, il faut parvenir à proposer, et c'est le rôle justement de l'université. C'est que par rapport à la nécessité de compenser qu'on n'ait pas
quand on n'est pas capable d'éviter les dégâts environnementaux, il y a un élément assez intéressant que l'on appelle la remise en état. Quand on parle de la remise en état, c'est dans la perspective du développement durable. Et là, nous allons prendre un exemple du côté de Jacmel. S'il y avait, par exemple, l'exploitation de plusieurs mines au niveau de la commune de Jacmel, nous sommes en Haïti. J'estime qu'avant l'exploitation de ces mines, il devait y avoir une étude d'impact pour savoir quel sera, si vous voulez, l'impact de l'exploitation de ces mines-là sur l'environnement, sur la population, sur les agriculteurs, sur les éleveurs, etc., etc. Mais on peut aussi imaginer qu'à la fin de l'exploitation, les dégâts seront énormes et à ce moment-là, il faut indiquer en termes clairs et précis les conditions de la remise en état du site que l'on appelle, qui est un site d'exploitation pour la protection de l'environnement, car quand le site n'est pas bien protégé, n'est pas bien exploité, cela risque d'avoir des conséquences néfastes sur l'environnement, sur l'eau du milieu. Donc, du coup, on peut imaginer qu'on va corriger les dégâts, les dommages causés par la remise en état du site d'exploitation que l'on appelle ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. On les appelle comme ça. Donc, c'est une façon de dire, on a un site qui est en train d'être exploité, mais il faut s'assurer après l'exploitation, on peut déjà imaginer les dégâts, on peut déjà essayer de mettre en place des éléments qui sont capables de corriger les dégâts, les dommages environnementaux. Et à ce moment-là, c'est le droit administratif qui va contraindre les exploitants, mais en même temps, il y a le droit civil qui va intervenir en termes de contentieux, de responsabilité. Il y a responsabilité. Ce n'est pas parce que seulement on a causé des dommages à l'homme, maintenant il faut réparer, mais quand on cause des dommages justement à l'environnement, eh bien, automatiquement, il faut également réparer et on va me poser la question, est-ce que l'environnement est considéré comme étant un sujet de droit, la nature est considérée comme étant un sujet de droit? Là, permettez-moi justement de dire que j'aime la comparaison parce que la comparaison parfois aide à comprendre, même si la comparaison ne donne pas nécessairement raison. Je dois attirer votre attention, chers amis, chers collègues, chers professeurs. Mon fils qui est là, j'ai dit bonsoir, mon fils qui est là, qui est en train de participer à cette conférence, Widler, ça va. Donc, je dirais que quand on a cette volonté de lutter pour la protection de l'environnement, cela doit se faire avec la participation de la communauté, avec la participation justement des citoyens, des citoyennes, des hommes et femmes de ce pays, des enfants de ce pays, parce que ce sont les enfants qui sont appelés à nous remplacer comme génération future. Mais là, il y a un problème fondamental. C'est que l'histoire nous rapporte les progrès qui ont été enregistrés, par exemple, en droit de l'environnement dans des pays comme la France et comme la Suisse, l'Espagne, si vous me permettez, surtout dans les pays scandinaves au niveau de l'Europe, dans les pays scandinaves, c'est parce qu'il y a une implication directe des citoyens. Et je vois, dans le décret du 26 janvier 2006, au terme des articles 26-27, on a prévu la création des associations, des fondations, des ONG ayant pour objectif de lutter pour une meilleure protection de l'environnement haïtien. Et ces institutions-là pourraient bénéficier du droit de préemption par rapport à la propriété privée de l'État, dirigée par la DGI. Et en même temps, on dit que ces associations-là pourraient bénéficier du label écologiste. Et le label écologiste doit être décerné par qui? Par le ministère de l'Environnement, par les collectivités territoriales, puisque les collectivités territoriales participent comme institutions publiques à la protection de l'environnement.
à proprement parler. Et ensuite, il y a CONATE, qui n'est que Commission nationale d'aménagement du territoire et de l'environnement, alors que ces institutions-là n'existent pas, CONATE n'existe pas dans les faits, dans le droit, puisqu'il y a un texte qui le dit, c'est une création juridique de droit, effectivement de droit, mais cette création n'est pas visible. De fait, cette institution n'existe pas. Donc, on a du mal justement à avoir l'implication des associations dans l'existence de la lutte pour la protection de l'environnement. Or, il nous faut justement ces associations écologiques. Il nous faut justement l'implication de ces associations dans la lutte pour la protection de l'environnement, la protection de la nature. Il suffit de regarder comment se fait la pêche, comment on constate la coupe des arbres en Haïti, comment on fabrique du charbon en Haïti, comment on exploite les mines en Haïti, pour se faire une idée justement de ce qu'on entend par le développement durable. Et le développement durable en soi possède deux grands objectifs fondamentaux. C'est la question visant la sauvegarde de la diversité biologique. Deuxièmement, c'est la question c'est la lutte contre les changements climatiques. Et vous voyez vraiment, alors naturellement, en parlant du développement durable, vous avez pu constater que j'ai pu arrêter à partir justement de la déclaration de Rio, Rio 1992, Rio plus 20 2012. Les économistes étaient encore venus pour dire bon, devant l'échelle du développement durable, puisqu'on n'a pas de développement durable réellement, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de s'organiser afin que le développement soit vert. On parle de la croissance verte. Donc, c'est justement pour vous dire, les économistes intervenaient toujours pour barrer la route à l'ensemble des initiatives aux initiatives qui doivent. Il y a quelqu'un qui a laissé. Ah non, il faut fermer ce micro-là. Hein. Jean-Onel Pierre, il faut fermer votre micro. Jean-Onel Pierre, il faut fermer votre micro. Jean-Onel Pierre. Merci. Donc, permettez-moi. Hein. Donc, c'est une façon de vous dire que le développement durable fait face justement à de sérieux défis administratifs. Il faut parvenir, il faut essayer de tout mettre en œuvre pour faciliter la mise en application de ces outils du droit de l'environnement afin de pouvoir constater même une lueur de lumière concernant le développement durable en Haïti. Je ne crois pas avoir tout dit. Je ne crois pas que mon intervention est suffisante. Je ne crois pas non plus que mes propos ont été précis. Alors là, je vous en remercie le fait de m'avoir accordé ce temps de parole et d'écoute. Et je vous en remercie à nouveau. Merci, merci. Et j'attends vos interventions pour pouvoir compléter effectivement mes propos. Merci beaucoup. Merci, Sidon. Merci, Dr. Fenel. Merci. Merci, merci, merci. Merci. Merci, M. Bounderjean. Merci, M. Bounderjean. Si vous nous rejoignez à peine, vous êtes au Salon des entrepreneurs et ce soir, nous parlons des défis administratifs du développement durable en Haïti. On a écouté la présentation du doctorat en sciences juridiques. Vous avez pris certainement de bonnes notes. Et maintenant, on va passer aux questions. On a déjà des gens qui ont déjà levé la main. Vous pouvez soit lever la main ou laisser la question dans le chat. Et je me ferai le plaisir de lire la question pour vous pour avoir une réponse évidente. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On avait Jean-Mille Ford qui avait levé la main. Monsieur Jean-Mille Ford, vous avez levé la main pour une question. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. D'abord, je remercie disons, le présentateur du jour et pour avoir soulevé un sujet de M. Bounderjean, un sujet d'une importance capitale
dans la vie de cette nation, c'est-à-dire pour Haïti, et évidemment qui a un impact, disons, sans merci dans le contexte international. Et merci encore une fois, M. Jean, d'avoir eu le courage et je pourrais même dire l'audace intellectuelle de soulever ce problème et de montrer quelles sont les difficultés déjà au niveau international on rencontre et pauvre Haïti, disons, c'est encore pire dans le cas de notre pays, surtout dans l'état actuel des choses. Ce que j'ai apprécié, c'est votre objectivité concernant ce qui devrait être fait et qui n'a pas été fait en Haïti. Et vous avez même parlé de l'inexistence et de structure. Par exemple, vous avez parlé de Konaté, n'existe pas, pour vous répéter. Les outils ne sont pas appliqués. L'État est absent. Et les outils du droit sont là. Vous avez même donné des références historiques. 26 janvier 2006, etc. Et le droit ne peut pas être appliqué. C'est-à-dire, vous avez, à mon avis, soulevé la problématique, soulevé le problème haïtien, qui est un problème fondamental. Ce que moi, je pourrais ajouter, si vous me permettez, et c'est pas, vous avez bien fait de... C'est la raison même de votre intervention. C'est parce que vous avez le droit d'ajouter pour compléter. Exactement, pour compléter. Et j'aime la façon dont vous dites, oui, bien sûr, je n'ai pas complété. J'aime la façon dont vous avez conclu votre message. Parce que ce que je trouve, et je pense que les intellectuels haïtiens doivent commencer à promouvoir cette partie du problème qui nous suit et depuis du 806, disons, depuis 806. C'est-à-dire ce pays, Haïti, que nous aimons tous très bien, a un problème fondamental auquel nous n'avons jamais pris le temps de nous asseoir en tant que peuple, en tant qu'intellectuel, etc. C'est le problème d'éducation au niveau du contenu éducatif. Moi, je fais l'avocat du diable, je ne peux pas reprocher, disons, à ces gens qui auraient dû mettre cette structure en place parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés. Voilà, on parle de développement durable et merci beaucoup d'avoir, évidemment, vous me donnez raison, mais vous ne pouvez pas demander à l'intellectuel, ou disons à nos hommes politiques aussi, de donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Ça, c'est un problème. Il faut, en tant que jeune, et je vois qu'il y a beaucoup de doctorants, des hommes de droit, je pense qu'il y a fondamentalement une révision de ce contenu éducatif pour voir si ce contenu éducatif est d'adapter aux réalités haïtiennes, est d'adapter aux besoins des Haïtiens, surtout en matière d'environnement. Surtout, et vous l'avez bien dit, j'ai bien aimé les trois parties, et quand vous avez parlé des piliers d'équilibre économique et trois termes que vous avez employés. Équilibre économique, équité sociale pour des connaissances. Mais ça demande de la connaissance, ça demande de la compétence et ça demande des personnes capables d'intégrer ces formations-là dans le cursus universitaire pour parler de ça, ouvrir le débat. Et c'est ça qui manque, le côté éducatif. Bon, maintenant, et n'en parlons pas de ce manque de structure, d'institutions, etc. Parce que les gens les leaders, les supposés qui ont, je vais vous donner la parole, excusez-moi, je ne vais pas rester longtemps, qui ont peut-être, je regrette énormément, et même s'il y a des Haïtiens comme vous qui connaissent un peu la problématique du développement rural, mais ça prend beaucoup plus que ça en termes de le droit, bien sûr, la justice, aussi des hommes de justice, ça prend l'éducation, ça embrasse aussi l'agriculture. En d'autres termes, l'environnement fait partie de ce que j'appelle des enjeux de gouvernance d'un pays. En tout cas, je vous remercie pour avoir soulevé quand même le problème, mais j'aurais aimé, disons, qu'on aille un peu plus loin en ce qui concerne la résolution, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place et comment résoudre le problème. Est-ce que nous avons les compétences pour le faire aujourd'hui? Est-ce qu'il existe des hommes et des femmes ayant de ces compétences-là? Est-ce qu'ils sont prêts, ces gens-là sont prêts à s'asseoir ensemble pour parler de cette problématique? Parce que chez nous,
avec la détérioration, je peux dire, de l'environnement, avec l'abattage des arbres, c'est-à-dire au moins l'abattage des arbres au niveau de nos mondes qui sont dénudés, les rivières, les inondations, le climat. Disons, il y a un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus scientifique, un re-questionnement beaucoup plus en profondeur à faire pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire disons, pour sauver notre pays et surtout pour les générations à venir. Merci beaucoup. Merci. Je vous en remercie. Merci, monsieur Jean-Milford, pour votre commentaire. On a monsieur Jean Widler. Je crois que c'est le fils du présentateur, comme vous avez dit qu'il y avait une question. Monsieur Jean Widler, nous vous écoutons. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, maître, professeur. Tout dépend du chapeau que vous prenez ce soir. Tout d'abord, j'aimerais le dire avec beaucoup de gravité, et je suis honoré de faire partie de cet hémicycle, de ce cercle fermé, et je pense que si c'était un autre sujet, on aurait beaucoup plus de participants, et ça m'attriste un peu. Mais tout de même, nous gâcherons pas cette fête. Bon, ma première question, j'aurais 3 questions, j'aurais 3 observations à faire, comme l'a fait le professeur. La première question s'intéresse particulièrement sur l'approche épistémologique et ontologique du développement durable, son origine. Le professeur a rappelé Hans Jonas, qui a rappelé d'abord que nous étions dans une approche d'anthropomorphisme, où l'homme était au centre de l'éthique de la vie, et on a eu un glissement vers un intérêt pour la nature, où l'homme n'est pas forcément le centre de la vie, mais l'homme doit considérer la nature comme le support de sa vie, auquel cas l'homme doit travailler dans la préservation de la nature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose s'intéresse à travers ce même sujet, parce que je suis haïtien, je dois penser à Haïti, et à la doctrine économique décroissantiste qui considère que le développement durable dans le système capitaliste n'est que du jardinage. Autrement dit, considérer que le temps de la production que nécessite le capitalisme est largement inférieur au temps de la décrépitude d'un produit, d'un outil de consommation, auquel cas, dans un système de forte croissance et de la recherche de la croissance, on ne peut pas faire de l'écologie et du droit environnemental de manière efficace. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que j'aimerais énoncer, et c'est beaucoup plus à titre interrogatif, c'est à propos des défis administratifs, mais en termes de contrôle. Comment penser la doctrine, une doctrine administrative, sans penser au juge administratif? Parce que c'est là un écueil très important pour nous en tant qu'Haïtiens. L'absence ou la confiance n'exclut pas le contrôle, comme le disait l'éminent Churchill, je pense, oui. Et dans un système, on va faire valoir des principes et des objectifs de poursuite vers l'environnement écologique, vers l'environnement équitable. Nous devons avoir un juge administratif prêt à intervenir et à contrôler l'administration avec bien entendu des décisions infralégales et supradécrétales, mais qui existeront. Et je pense que c'est la pièce manquante de cette architecture de techniques juridiques que nous voulons instaurer en Haïti. Nous avons une confusion totale entre les systèmes de pouvoir et le système judiciaire et le système exécutif, où il n'y a pas un contrôle sérieux qui se fait sur les politiques menées par l'administration haïtienne. Ça, c'est la troisième considération. Donc, merci beaucoup. C'était 3 considérations que j'aimerais faire à propos du cher professeur. Que pensez-vous normalement? Je pose cette question
plus particulièrement, les deux premières questions étaient vraiment des approches très généralistes, mais la troisième est beaucoup plus pertinente, je pense, par rapport au juge administratif. Quel est l'intérêt que vous portez par rapport à la nécessité de juge administratif en ce qui me concerne la nécessité de l'introduction des doctrines de développement durable en Haïti? Merci, M. Jean Widler. On retourne au présentateur pour une réponse. M. Wilder-Jean, à vous. Merci de m'avoir posé cette dernière question qui me semble fondamentale dans la perspective d'atteindre les objectifs du développement durable. Et bien avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur une préoccupation de mon ami Jean Milfort, où il a exprimé vraiment le contenu éducationnel qui ne correspond pas à notre réalité. Il suffit de regarder justement le curriculum du ministère de l'Éducation nationale. Vous allez constater qu'il y a absence totale de cours portés sur la natation. Nous vivons sur une île. À chaque fois qu'il y a catastrophe naturelle, il y a inondation. Des gens meurent à cause de l'inondation. Les gens meurent parce qu'ils ne savent pas nager. Voilà une réalité que le curriculum du ministère de l'Éducation nationale ne tient pas en compte, et or qui est fondamental par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la gestion risque et désastre en Haïti. Constamment, on dit en Haïti, on va gérer les risques, on va faire en sorte que les risques soient bien gérés, soient minimisés, alors qu'en fait, il y a un risque fondamental là, le fait que les enfants ne savent pas nager, et les enfants, les gens, les adultes, les majeurs, meurent à cause de l'absence de ce savoir, à savoir nager. Par rapport à la question posée par Widler, monsieur Jean Widler, alors je dois attirer votre... Alors maître, par rapport à maître Jean Widler Fifier, je dois attirer l'attention du grand public sur le fait que l'ignorance est véritablement partout concernant le droit administratif en Haïti. Il suffit de regarder la formation que l'on donne au niveau de l'école de la magistrature haïtienne. Vous allez vous rendre compte que les juges sont formés uniquement pour les questions pénales, pour les questions civiles, mais les questions administratives ne sont pas traitées par effectivement ces enseignants-là, d'autant plus que le droit administratif ou bien le droit public en réalité, c'est un droit qui est véritablement méprisé. Alors qu'en fait, les différents problèmes du pays sont posés, par exemple, le fait de ne pas bien gérer, de ne pas bien gouverner, c'est l'absence totale des notions préliminaires et administratives. Donc, deuxièmement, si au niveau du système judiciaire, nous avons au niveau de la juridiction judiciaire le double degré de juridiction, au niveau de la juridiction administrative, nous n'avons pas de double degré de juridiction. Nous n'avons pas de tribunaux administratifs en Haïti. Nous avons uniquement une cour que l'on appelle la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, c'est une façon de dire que le droit administratif, en réalité, est méprisé. Si nous n'avons pas même ces institutions de premier degré en matière de droit administratif, c'est parce que justement, nous n'avons pas de doctrine. C'est parce que justement, nous n'avons pas la pratique du droit administratif et sauf effectivement l'effectivité, si vous me permettez, des tribunaux administratifs et peut justement permettre de réduire les agressions dont le développement durable est victime. C'est peut-être de cette manière que je pourrais répondre à la question de Jean Widler Fifier. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire pour parvenir à résoudre ce problème et le défi du droit administratif est majeur, est réel, est important, est essentiel et qu'il convient de résoudre pour pouvoir apporter des solutions durables par rapport à ce problème. Évidemment. Merci pour votre réponse, M. Wilder-Jean. On passe à une autre question. M. Massé Durocher, vous avez une question, nous vous écoutons. Oui, et
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, professeur Will Lejean. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous écouter ce soir, car c'est un sujet pour moi qui a d'une très grande importance, parlant des défis administratifs des ODD, des objectifs de développement durable. Et je vous félicite pour ce sujet et quand même, vous avez quand même essayé d'apporter pas mal d'éléments et pouvant servir de base de vos réflexions et c'est extrêmement appréciable. Cependant, j'ai certains points de désaccord ou bien de complémentarité par rapport à certains points. Tout d'abord, vous dites que les ODD ne sont pas effectifs en Haïti. Et parlant d'effectivité des ODD, dépendamment de la façon dont vous voyez l'effectivité. Et donc, tout d'abord, l'effectivité des ODD, si on a des ODD, il faut parler de la mise en œuvre des ODD. Et de la mise en œuvre des ODD, il y a dans le document qui a parlé des ODD et des différents articles, quelque part, il y a dans l'agenda 2030, à l'article 55, il y a 6 alinéas. On dit que les ODD et les cibles de développement durable sont intégrés et indissociables. Quelque part, on parle de l'application suivant le respect des priorités et politiques nationales. Donc, dans les 17 ODD, Haïti n'est pas forcément embrassé les 17 ODD. C'est pour cette raison qu'il y a une priorisation, qu'il y a un exercice de priorisation qui a été fait en septembre 2021 où on a adopté 11 ODD prioritaires. Donc, les 11 ODD prioritaires, c'est ODD 1 jusqu'à ODD 9 et on a ajouté ODD 13 et ODD 16. Haïti a choisi une porte d'entrée. Mais aussi, parlant de l'effectivité de la mise en œuvre des ODD, ça part aussi du cadre normatif. Le cadre normatif pour la mise en œuvre des ODD, donc il faut qu'il y ait un cadre de gouvernance, à savoir les éléments faisant partie des différents comités, soit comité de pilotage, soit comité et autres, pour voir la mise en œuvre. Il y a aussi les éléments en rapport avec le cadre de suivi. Il y a aussi les éléments en rapport avec les cadres évaluatifs, donc tout ça. Mais pour vous dire que nous ne sommes pas dehors de la mise en œuvre des ODD, car les ODD, ça concerne 3 dimensions. Il y a la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale. Et donc, parlant de ces 3 dimensions, nous étions toujours dans l'éducation. Il y a le ministère de l'Éducation nationale qui fait la mise en œuvre de sa politique, les plans décennal de l'éducation et autres. Il y a le ministère de l'Agriculture qui fait aussi la mise en œuvre de sa politique en rapport avec l'agriculture. Et aussi, c'est de même pour les autres ministères, les différents secteurs qui, en quelque sorte, dans la mise en œuvre de ces éléments de politique. Et ces éléments de politique, par rapport à la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale, donc ça, c'est les ODD. Et aussi, il y a la Commission nationale des marchés publics qui, depuis certains temps, réalise aussi des conférences sur des thématiques en rapport aux achats publics durables. C'est-à-dire,
En faisant des achats, ils communiquent et forment et sensibilisent les différents secteurs. Lorsqu'ils vont effectuer ou bien réaliser un marché, ils doivent tenir compte de la dimension environnementale et des dimensions en rapport avec la durabilité de ces achats. Donc, ces éléments, c'est pour ainsi dire que l'effectivité des ODD en Haïti, donc on avance, donc le pays avance en quelque sorte dans la mise en œuvre des ODD et ça fait partie de l'effectivité du développement durable en Haïti. Toutefois, il y a ces éléments en rapport avec les études d'impact environnemental. En lançant un projet, dépendamment de la nature du projet, les études d'impact environnemental sont d'une importance capitale. Par exemple, les projets en rapport avec la construction des pompes à essence. Il y a aussi les projets en rapport avec les éléments d'extraction, quelque part. Et aussi, il y a les questions d'achat des engrais, etc. L'utilisation des engrais, on doit tenir compte de l'impact de ces éléments sur l'environnement. Donc, c'est juste pour vous dire, effectivement, vous avez touché certains éléments en rapport aux aspects normatifs, par exemple, les questions en rapport avec l'environnement que vous avez touché quelque sorte, mais aussi, on ne doit pas être trop rapide pour dire que les ODD ne sont pas effectifs en Haïti. Et les ODD en Haïti sont effectifs, mais ça va au ralenti. Il y a des éléments il y a des ingrédients qu'on doit mettre dans la machine pour que l'effectivité de la mise en œuvre des ODD soit totale ou bien soit claire. Okay? Donc, ce sont ces petits éléments que j'avance dans cette réflexion pour pouvoir mieux voir cette question de mise en œuvre des ODD en Haïti et aussi les éléments en rapport avec les défis administratifs par rapport au développement durable en Haïti. Merci beaucoup. Merci, M. Massé du Rocher, pour votre commentaire. M. William Jean, vous réagissez? Oui, je vais réagir immédiatement. Je bien comprendre l'intervention de mon ami Massé du Rocher. La seule différence, dès le départ, il a eu à dire qu'il est en désaccord avec moi. Naturellement, je cherche la différence, je ne vois pas vraiment la différence. Dans la mesure où nous autres, nous avions dit qu'il y a des défis administratifs auxquels le développement durable fait face. Et pour pouvoir rendre le développement durable effectif en Haïti, il faut parvenir justement à écarter, à résoudre ces défis administratifs. Dans son intervention, il persiste à dire qu'il y a la mise en œuvre, la mise en œuvre, la mise en œuvre. Mais moi, je demeure persuadé, M. Durocher, quand vous parlez de l'agriculture, sincèrement, ça me fait pitié. Il suffit de regarder l'insécurité alimentaire en Haïti pour se rendre compte est-ce qu'effectivement, il y a un développement durable qui se fait au niveau de l'agriculture lorsqu'on essaie de voir la quantité de nourriture, d'aliments qu'il faut acheter en terre étrangère. Et maintenant, vous me dites l'effectivité du développement durable par rapport à l'agriculture, c'est réel. Ça, je ne comprends pas. Quand vous me dites la question d'école, on dit que l'école est une institution qui doit nous permettre de préparer des enfants, des élèves, à que fait que ces élèves-là puissent pouvoir répondre à leurs besoins et aux besoins de la société à proprement parler.
Il suffit de regarder pendant ces derniers temps, il suffit de regarder la qualité des étudiants, des élèves que produit cette école-là pour nous rendre compte effectivement est-ce qu'il y a progrès. Malheureusement, je tiens à vous dire que Michel Prière, qui est considéré comme étant père du droit de l'environnement en France et partout dans le monde, on reconnaît ce monsieur comme étant un véritable père du droit de l'environnement. Il a eu à dire lors de la conférence de Rio plus 20 en 2012, ce que nous devons faire, c'est de parvenir justement à combattre la régression. C'est le principe de non-régression, c'est-à-dire qu'il faut avancer davantage par rapport au progrès enregistré en matière de droit de l'environnement, le principe de non-régression. Alors là, mon problème, c'est que je persiste à croire qu'il peut y avoir des efforts effectués au niveau du gouvernement. Et il y a un principe d'intégration qui dit que le gouvernement doit poursuivre la protection de l'environnement à travers ses programmes et projets. Quand je regarde, je vois partout et ailleurs, je ne vois pas en quoi le gouvernement accorde une importance capitale en ce qui concerne la protection de l'environnement. Et si l'environnement n'est pas protégé, on ne peut espérer justement la protection, on ne peut espérer le développement durable. Il suffit de regarder la ville de Port-au-Prince. Il suffit de regarder les fatras qu'il y a à Port-au-Prince, fatras qu'il y a partout dans ce pays-là. Pour se faire une idée sur la qualité de la santé, il suffit de regarder la façon dont on gère les fatras dans ce pays. Il suffit de regarder la façon dont on gère les fatras dans ce pays. Il suffit de voir la façon dont on veut éliminer les détritus, les déchets plastiques dans ce pays pour se faire une idée sur l'effectivité du développement durable. Pour conclure, j'aimerais tout simplement attirer votre attention, chers amis du Rocher. Nous avons des exemples où le droit de l'environnement, où le développement durable est réel. Le développement durable est réel dans les pays scandinaves et c'est la raison pour laquelle chaque année, quand on donne l'indice de développement humain, ce sont ces pays-là qui viennent en tête et il suffit aussi de questionner quelle est la place occupée par Haïti, où l'effectivité du développement durable existe, où il y a une volonté de mettre en œuvre le développement durable à travers des outils administratifs. Il suffit de me dire où est placé Haïti, quelle est la place occupée par Haïti par les différentes publications faites par l'ONU concernant l'indice de développement humain. À ce moment-là, je vais être d'accord avec vous, Haïti vient en 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, 20e, 5e, 75e position, il y a vraiment développement durable en Haïti. Merci. Tout à fait. Merci, M. Wilder, et merci aussi pour les commentaires et les questions. Avant de prendre une autre question, je voulais demander une précision. Quand vous parliez du vivrier juridique, M. le présentateur, vous avez parlé du décret de 26 janvier 2006 et aussi l'étude d'impact environnemental qui sert comme OAD, outil d'aide à la décision, ensuite du CONATE. Par exemple, pour l'étude d'impact environnemental, est-ce que d'après le bagage juridique haïtien, c'est l'État qui doit exiger cela ou du moins ça dépend de la volonté de la firme qui va exécuter le projet? Une bonne question. C'est l'État qui doit prendre en charge l'obligation qui est faite à l'administration publique et au secteur privé quand il s'agit d'ouvrages, quand il s'agit d'aménagement, quand il s'agit d'équipement, quand il s'agit des travaux. C'est une responsabilité de l'État parce que c'est l'État qui est là pour assurer l'effectivité du développement durable. C'est l'État qui a signé les différentes conventions qui y sont relatives. Je ne sais vous pas. Nous rejoignez Très bien. Si vous nous rejoignez à peine, vous écoutez M. Wilder Jean, on parle de défis administratifs dans le développement durable en Haïti et on a Jean Wilder qui revient avec une question. Jean Wilder, nous vous écoutons. Oui, merci. D'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est une excellente question. C'est un processus normal, le processus de la législation. L'État fait l'exécution et on est dans le cadre de ce qu'on appelle généralement en Europe la responsabilité sociale
et sociétales des entreprises, notamment liées aux droits du travail, maintenant aux droits de l'environnement, les responsabilités liées notamment aux inégalités dans les entreprises, c'est le système de quotas aussi. Donc, les entreprises sont notées aussi en fonction de ces obligations et on vient d'en voir ici quelques obligations que peuvent contrôler la bonne exécution des États. Donc, ça c'est la question. Bon, pour l'intervention de notre cher Massé, bon, j'aimerais bien que tout le monde ici partage son optimisme, parce que nous sommes tous haïtiens, nous aimerions bien qu'Haïti prenne les devants d'un sujet aussi important. Et d'ailleurs, c'est une question très importante au sens que, même en Europe, on parle de l'écologie, non pas comme l'écologie ou du développement durable, comme sujet du développement humain, mais aussi comme vecteur politique d'impérialisme. Autrement dit, on considère quelle est la nouvelle idée que l'Europe va porter pour influencer les autres pays. Et c'est un sujet très, très important. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous poser cette question, et je pense que c'est une question qui est subsidiaire à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'Haïti a passé l'étape de la modernisation, comme le dirait bien Simaniga, pour pouvoir parler maintenant de développement durable? Est-ce que, par exemple, dans un pays où les conditions minimales de subsistance ne sont pas remplies, on peut parler de développement durable? Un exemple très clair, bon, prendre un créole très clair. Comment on voulait parler de développement durable dans le pays, côté préservation, la flore, les forêts sont qui très important, on n'a pas qu'à manger le coupier pied bois. Il coupe pied bois pour le faire charbon. Donc, la source première de l'énergie dans le pays, n'est pas uniquement gazière, mais aussi une destruction pied bois, car nécessité première là, pas la survie de l'homme et la protection des générations futures, mais plutôt la nécessité de subvenir à des conditions minimales et des besoins minimaux d'existence. Et c'est là la question. Est-ce que, par exemple, le professeur Attab dit, nous supposons impliquer acteurs. Autrement dit, l'écologie n'est pas un processus transcendantal ou l'écologie ou le développement durable, quelle confusion d'ailleurs, le développement durable n'est pas un processus transcendantal où l'État imposerait aux administrés, aux contribuables haïtiens, des habitudes, des méthodes de comportement, mais plutôt une prise de conscience par un processus d'induction qui sort par le bas et que tout le monde pense de manière écologique, pense la société de manière à embrasser le développement durable. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord penser une doctrine haïtienne sur la ruralité, ou donner de l'importance aux arbres dans la ruralité, de la philosophie de nos ancêtres, et sacraliser les arbres, par exemple, sacraliser la mer, etc. Évidemment. Merci aussi, M. Jean Widler, pour cette intervention. Et on va justement continuer dans cette idée et d'essayer d'extraire plus d'idées sur ce sujet. M. Massé a parlé du financement du ODD. Vous avez parlé de la nécessité de doctrine dans ce sujet-là. Et maintenant, on va écouter Wodner Giorisma. Vous aviez une question et nous vous écoutons. Bienvenue. Ce n'est pas une question probablement, c'est une injonction plutôt à propos du développement durable et la question d'études d'impact. Okay, de nos jours, même il est demandé, il est exigé par les Nations Unies et ensuite les nationaux ou bien les gouvernements locaux, pratiquement, à chaque fois qu'on va avoir un projet, premièrement, un projet qui va avoir une emprise sur les biens privés et en même temps qu'il y aura un impact pas seulement sur le plan social, mais sur le plan environnemental. Il nous faut un
une étude d'impact environnemental et social. OK? Et voilà pourquoi c'est pour éviter des litiges, c'est pour éviter un ensemble de problèmes à certains points. Et lorsqu'on a eu, par exemple, en 2014, le premier projet de destination touristique en Haïti qui allait se faire à l'Île-à-Vache, il y avait une crise vraiment féroce en ce qui concerne en très peu de temps. On a fait ça, on a publié un décret en mai 2013 pour déclarer l'île d'utilité publique et les gens, en moins de 5 mois, ils ont réagi énergiquement concernant cette affaire-là. Premièrement, ils n'ont pas pu saisir, ils ne savent pas l'intérêt du projet pour l'île et ils croyaient qu'on allait déposséder, les habitants croyaient qu'on allait les déposséder de leurs biens et voilà pourquoi ils étaient réagis. On a pu résoudre le problème, c'est lorsqu'on a fait la consultation publique. Et au niveau de cette consultation publique, à l'époque, j'étais chef de mission à l'Île-à-Vache justement pour analyser la situation et j'avais 3 éléments dans le mandat. Le premier élément, c'était de pacifier l'île et le second point dans le mandat, c'était d'adoucir les blocages et le troisième point, c'était la relance du projet. Effectivement, on a été sur l'île, on a fait venir il y avait deux études qui devraient se faire, une étude environnementale et nous avons engagé une université alors de la Floride pour faire pratiquement l'étude de diversité marine et nous avons travaillé avec Kiskea et autres pour l'étude environnementale et ensuite moi-même j'étais responsable de ce qu'on appelle étude d'impact social. Et en moins de 2 mois, on a pu résoudre le problème. Et par exemple, nous avons Stéphanie Vildouin qui ne pouvait pas même mettre le pied sur l'île. Ensuite, suivi du Premier ministre alors Lamotte, en moins de 2 mois, par le fait qu'on a travaillé avec la population, on avait préparé un cahier des charges, on a pris les doléances et on a travaillé avec le gouvernement également sur le cahier de charges. Donc, les gens ont compris qu'est-ce qui allait se faire. Et depuis lors que nous avons remarqué, il y a plus de problème à l'Île-à-Vache. Donc, et voilà pourquoi, dans le cadre du développement durable qui concerne 2 choses, par exemple, 2 points importants, l'agenda vert qui est la protection de l'environnement, parce qu'il fallait voir quel est l'impact du projet pratiquement sur l'environnement. Et deuxièmement, il y avait ce qu'on appelle l'autre agenda dans le développement durable, c'est l'agenda Mahon qui concerne l'étude d'impact social pour voir comment l'impact du projet sur la population et sur les biens alors de la population. Donc, voilà pourquoi de nos jours, c'est un sujet vraiment très important et voilà pourquoi je suis là. Et ce n'est pas pour poser une question parce que je peux répondre à ma propre question et voilà pourquoi seulement je fais vraiment une injonction. Et plus tard, il y avait un problème au niveau alors de Port-au-Prince. Quand nous avons résolu le problème à l'Île-à-Vache, mais maintenant, il y avait un problème à Port-au-Prince, le problème pratiquement du centre-ville, que l'étude d'impact n'a pas été faite. C'est justement, et voilà pourquoi l'avocat M. Séan, pratiquement, se trouvait dans une situation très difficile parce que on a tenté de faire un projet pareil sans une étude d'impact social. On n'avait pas besoin d'environnemental. Plus sérieusement, c'était une étude. L'étude d'impact social n'a pas été faite et voilà pourquoi plus tard n'a pas été faite. Et voilà pourquoi alors plus tard on a eu ce problème et ça même a discriminé alors l'avocat Séan comme il était candidat aux élections de 2015, je crois. Donc, il n'a pas eu vraiment une très bonne cote alors de popularité. Merci.
Très bien. Si vous nous rejoignez à peine, il est 21h27 minutes Eastern Time, il est 3h27 minutes au matin si vous êtes en France. Et ce soir, au Salon des entrepreneurs, nous parlons des défis administratifs dans le développement durable en Haïti. Il y a plusieurs interventions qui ont été faites. Monsieur Wilder Jean, est-ce que, par exemple, si les défis administratifs sont résolus, vous pensez que cela va nécessairement résoudre le problème écologique que nous avons en Haïti? Je pense que, alors avant de répondre à votre question, j'aimerais justement remercier M. Rodner, Giro Rimas, qui a eu à faire une intervention assez intéressante, et j'en profite pour attirer l'attention sur du fait qu'il y a, par exemple, la consultation du public est considérée comme étant une composante de l'enquête publique, comme étant une composante de l'enquête publique, et c'est normal quand il n'y a pas d'enquête publique, il est difficile de savoir si la population va accepter le projet, si la population va comprendre le projet, est-ce que le projet milite en faveur des populations qui sont concernées par l'espace, l'endroit où l'on veut réaliser le projet. Il y a en même temps le droit à l'information, le droit à la participation. Il faut que les gens participent, comme l'a si bien dit M. Rodner, la population doit participer à l'élaboration, à la matérialisation de ce projet. Il faut que la population, de par ses outils administratifs, arrive à épouser le projet, à faire ce projet-là son propre projet, à faire de ce projet le sien. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, quand les outils administratifs ne sont pas appliqués, on a du mal à atterrir les projets. Et un projet qui est un projet durable, c'est un projet d'abord qui est accepté par la population. La population de l'île La Vache avait réagi brutalement parce que cette population n'était pas au courant. Cette population ne savait pas véritablement la finalité, l'objectif de ce projet. Comment demander à une population, ne pas réagir à l'étranger, ne pas réagir à l'inconnu, et de manière brutale, de manière sauvage. Donc, de manière violente également. Donc, M. Rodner, merci beaucoup de votre intervention. M. Rodner, merci beaucoup de votre intervention. M. Smith-Ory, je pense que la mise en œuvre, si vous voulez, l'effectivité, si vous voulez, de ces outils administratifs est nécessaire à l'effectivité du développement durable, mais l'effectivité de ces outils administratifs-là n'est pas suffisante. N'est pas suffisante parce que, en fait, il faut qu'il y ait aussi sincérité. Il faut qu'il y ait aussi sincérité parce que si les enquêtes en sont biaisées, certainement on va y avoir de mauvais résultats. Et on dit le vice compte tout, et comme de fait, il y a moyen pour que ces projets-là ne donnent pas les résultats souhaités, les résultats escomptés. Donc, effectivement, les outils administratifs sont nécessaires à l'effectivité du développement durable, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir la volonté réellement d'impliquer la population dans la prise en charge de la protection de l'environnement, parce que quand la population n'est pas impliquée, quand il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'association écologiste, parce que quand on est à Port-au-Prince, parce que c'est le ministère, par rapport à votre question, M. Smith-Ory, confrère, par rapport à votre question à savoir qui doit prendre en charge les règles et la procédure relative à l'étude d'impact environnemental, c'est le ministère de l'Environnement. C'est peut-être une institution qui a été créée à cet effet, mais cette institution-là se trouve à Port-au-Prince quand même. Jusqu'à date, se trouve à Port-au-Prince quand même. Donc, il faut, à un moment donné, avoir la participation des associations, parce qu'en fait, ce sont des associations qui seront toujours présentes, parce que ce sont les gens qui vivent dans la communauté, qui surveillent ce qui se passe dans la communauté, qui sont au courant de ce qui se passe dans la communauté et qui sont à même de réagir à temps pour pouvoir contrecarrer les comportements néfastes à l'environnement. Merci. Évidemment, tout à fait. Merci pour votre réponse et on passe à Marie-Mé Duverger qui avait une question. Bienvenue et bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tous. Je tiens à féliciter M. Wilder pour avoir abordé un sujet aussi essentiel
que le défi administratif du développement durable. Votre présentation a véritablement captivé notre attention et nous a invités à plonger dans les meilleurs des enjeux complexes auxquels les administrations sont confrontées dans leur quête d'un avenir plus soutenable. Le développement durable n'est pas seulement une notion abstraite, mais une nécessité impérieuse pour notre planète et pour les générations futures. Votre analyse franchement approfondie des défis spécifiques auxquels les administrations publiques font face lors de la mise en œuvre de politiques durables a été à la fois perspicace et éclairante. J'ai particulièrement apprécié votre mise en avant de l'approche intergénérationnelle et de l'importance d'intégrer la loi administrative dans ce processus. En tant que doctorante et participante à cette conférence, je suis ressortie avec une meilleure compréhension des complexités et des opportunités liées à la gestion de l'environnement, ainsi qu'à un appel à l'action pour une collaboration accrue entre les acteurs gouvernementaux, la société civile et le secteur privé. Merci encore pour cette présentation inspirante. J'ai deux petites questions. Comment peut-on encourager le recyclage et la réutilisation des matériaux dans le pays? Deuxièmement, comment pouvons-nous promouvoir l'équité dans l'accès aux soins de santé et dans l'autonomisation des femmes? Merci. Alors, merci Marie Duverger. Vous me donnez la main, hein? Ah oui, allez-y, monsieur Wilder. Merci. Alors, normalement, par rapport à cette première question, comment peut-on permettre le recyclage des matériaux de construction, je ne sais pas. Mais de toute manière, ce qui est intéressant dans la question, c'est une question qui nous amène à comprendre la nécessité d'avoir en Haïti des sites de décharge. Parce que le problème que nous avons en Haïti de façon globale, c'est le problème de sites de décharge. On ne pourra pas procéder au recyclage sans d'abord préalablement avoir des sites de décharge. Or, pour avoir des sites de décharge, il y a toute une étude qu'il faut faire. Une étude du sol, une étude de perméabilité, par rapport aux nappes phréatiques, etc. Donc, c'est ça qu'il faut faire une étude. Et le site de décharge est considéré comme étant une installation classée pour la protection de l'environnement, dans la mesure où on ramène sur l'espace des déchets de toutes sortes, des déchets plastiques, des déchets métalliques, si vous me permettez. On a des métaux et on a des déchets qui sont des déchets biologiques. Moi, je dirais, est-ce que normalement, ce n'est pas une question qui concerne l'économie? Je crois que c'est une question qui concerne l'économie et qui concerne la protection de l'environnement et qui concerne en même temps le social. Les trois piliers sont là. Parce qu'on est capable de créer du travail, on est capable de diminuer la pression qui est exercée sur l'environnement, car on va pouvoir recycler les matériaux de construction, les métaux, etc. Et en même temps, on est capable de créer de l'argent, on est capable d'aborder ou bien de diminuer l'insécurité alimentaire. Parce que sur le site, on est capable justement de produire de l'engrais biologique et ensuite augmenter la fertilité des sols par rapport à l'apport de ces engrais-là. Donc, du coup, c'est une question qui reste et demeure fondamentale et je crois qu'il faut travailler pour cela. Et je dois vous dire, également, nous avons une crise énergétique en Haïti. On peut se poser la question, dans la perspective du développement durable, il faut voir également comment utiliser des déchets pour pouvoir faciliter, pouvoir faire de l'énergie dans ce pays. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée. À un moment donné, on avait déjà pensé à l'arrivée d'une entreprise chinoise en Haïti vers les années 2007-2008, gouvernement Préval. L'entreprise devait venir en Haïti pour pouvoir utiliser les fatras qu'il y a au niveau de l'Aqua des Bossales pour pouvoir transformer ces déchets-là justement en énergie. Et on avait déjà pensé qu'on va diminuer normalement l'énergie fossile pour la production de l'électricité en Haïti. Donc, cela aurait été une très bonne chose pour Haïti. Cela aurait été une chose extraordinaire
favorablement au développement durable, à proprement parler, au lieu de continuer à utiliser ces énergies fossiles-là pour la production de l'électricité qui pollue l'environnement, qui persiste dans la destruction de la couche d'ozone qui joue un rôle protecteur véritablement pour l'humanité par rapport aux rayons ultraviolets. Donc, grosso modo, c'est une très bonne préoccupation et du maître doctorant Tanguy Verger, en ce sens qu'il faut effectivement prôner le recyclage des déchets et plastiques, le recyclage également des déchets métalliques, et en même temps, on peut transformer via biogaz, justement, on peut via la méthanisation notamment, produire du gaz qui est appelé à être utilisé pour la cuisson des aliments, tout comme la fabrication des engrais biologiques pour pouvoir faciliter la production agricole, la fertilité du sol destinée à l'agriculture. Maintenant, il y a une autre question qui m'échappe, c'est une question qui concerne la femme. La femme. Oui, c'est comment pouvons-nous promouvoir l'équité de l'accès aux soins de santé et à l'autonomisation des femmes? Bon, normalement, concernant l'autonomisation des femmes, c'est une question d'autonomie, c'est une question qui concerne le genre. Et je crois que le droit de l'environnement, en réalité, est considéré comme étant un droit de l'homme. Et donc, comme de fait, dans les droits fondamentaux et en rapport avec les droits de l'homme, certainement, il y a la pratique d'équité. Et je crois qu'il faut continuer plutôt à voir sur le plan légal comment faciliter ça, comment renforcer les différentes dispositions qui ont été adoptées à cet effet. Et je crois que, comme vous venez de voir, nous avons actuellement la ministre des Affaires étrangères et qui est en train justement de faire la promotion de la femme haïtienne au niveau de la diplomatie. Et je crois que c'est ainsi qu'il faut continuer à mener ce combat. Donc, c'est une question, à mon avis, qui est beaucoup plus en politique. Et c'est la politique qui doit continuer à faire son petit bonhomme de chemin pour pouvoir continuer à avoir l'équité des genres. Et même si, en fait, il y a l'application et l'implication des femmes aussi dans la protection de l'environnement et comme étant l'un des objectifs, justement, des 17 objectifs de l'ODO. Merci. Il est 21h40. C'était une bonne présentation de M. Wilder Jean. Et cette présentation est rendue possible grâce à l'Institut universitaire des sciences qui offre une panoplie, une offre académique. Vous qui voulez faire votre licence, votre master, votre doctorat en ligne avec un système hybride et présentiel avec de l'accompagnement, de l'encadrement, eh bien, l'Institut universitaire des sciences, c'est le choix. Il n'y en a pas mieux, vous le savez bien. Donc, ce soir, on parlait de défis administratifs dans le développement durable en Haïti. Il y a eu beaucoup d'interventions, de commentaires, d'injonctions et de suggestions qui sont les bienvenus. Je ne sais pas si nous avons encore une autre question. Si nous ne l'avons pas, je voudrais demander au présentateur, M. Wilder Jean, en faisant cette présentation sur les défis administratifs dans le développement durable en Haïti, par rapport aux autres présentations dont vous étiez témoin, par exemple, à quel niveau vous pensez qu'il faut nécessairement agir sur l'administration en Haïti? Bon, à mon avis, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Haïti, comme je viens de dire, il y a un mépris total concernant l'enseignement du droit public en Haïti de façon globale, du droit public, donc du droit administratif. Et là, il suffit de regarder vraiment les modules de formation et que l'école nationale de la magistrature offre aux récipiendaires, offre aux magistrats pour se faire vraiment une idée valable et de la façon dont le droit administratif est méprisé, est traité en parent pauvre en Haïti. Et c'est le traitement qu'il faut donner au droit administratif qui est appelé à permettre la mise en œuvre justement des défis administratifs favorablement au développement durable. Mais deuxièmement, il faut aussi avoir une plaidoirie afin de pouvoir permettre le juge administratif capable de siéger au tribunal administratif. Il n'y a pas de tribunal administratif en Haïti, au même titre que le tribunal de droit commun. Nous n'avons qu'une seule cour qui traite justement de la question administrative, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Non, ça c'est un défaut, c'est un défi
et qu'il faut essayer. Donc, il faut voir d'abord la formation, il faut voir la formation administrative, il faut voir la formation axée sur la vulgarisation du droit public, mais en même temps, il y a aussi l'ignorance de la loi. Il faut arriver à intégrer la loi parce qu'il y a des infractions et un rapport avec le droit de l'environnement qui ne relève pas du juge administratif, mais plutôt du juge judiciaire. Et là, je vais essayer d'avoir un exemple typique pour terminer par rapport à mon intervention. Par rapport à mon intervention, c'est comme je crois, il y a un intervenant, mais c'est bien malheureux, je n'arrive pas à me rappeler le nom vraiment. Il y a un intervenant qui a dû nous rappeler du décret, alors, qui a dû nous rappeler justement, il y a un texte de loi qui traite de la bataille des arbres en Haïti. Normalement, c'est le décret du 7 juillet 1987 qui indique comment et dans quelles conditions qu'il faut abattre les arbres. Il faut avoir une autorisation émanant du ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles, du développement durable. Il faut qu'il y ait une supervision qui se fait. Donc, c'est le contrôle administratif qui se fait maintenant en amont. Et ensuite, en cas de fraude, il suffit justement de faire appel à un juge de paix ou bien un rapport dressé par un agent agricole. Et c'est ces documents-là qu'on va par la suite utiliser pour pouvoir ester en justice contre celui qui a eu à battre un arbre sans être autorisé. Donc ça, ce sont des dispositions issues du décret du 7 juillet 1987 relatif à la coupe des arbres. Alors, le problème qui se pose, on a l'impression que l'agent agricole n'est pas au courant de ce texte. On a l'impression que les CASEC ne sont pas au courant de ce texte. Alors, qui pisait dans cette histoire? Vous avez le décret du 26 janvier 2006 qui fait obligation à ce qu'il y ait un substitut commissaire du gouvernement qui soit placé au niveau des tribunaux de première instance, au niveau des cours de la République, à charge par lui de poursuivre les infractions contre l'environnement. Jusqu'à date, on n'a pas ce substitut commissaire du gouvernement. Donc, la protection de l'environnement est laissée pour compte. Il n'y a pas de protection de l'environnement, peu importe les dégâts, irréversibles, inimaginables. C'est aux citoyens de s'arranger, en dépit de tout ce que nous venons de dire en termes de considération, pour pouvoir résoudre le problème. Il faut l'engagement des citoyens, sinon il n'y aura pas de stratégie et de politique qui vaille en matière d'effectivité du développement durable. Tout à fait, M. Wilder-Jean. Merci pour votre présentation et je rappelle que l'Institut universitaire des sciences offre cette possibilité d'avancer et d'étudier dans des thématiques similaires. Vous avez jusqu'au 14 septembre pour vous inscrire. Un système hybride en présentiel chez vous. Vous pouvez décrocher votre licence, votre master et votre doctorat. Et nous faisons notre part en termes de diffusion de savoir, diffusion de connaissances et surtout la connaissance applicable, adaptée, ce qui se fait en Haïti pour pouvoir améliorer, changer ce qu'il faut changer et compenser là où nous ne pouvons pas réduire ou remplacer. Donc, je vous remercie, M. Wilder-Jean. C'était une intervention enrichissante. Moi, j'ai personnellement apprécié parce que l'aspect administratif m'intéresse beaucoup en Haïti. J'ai vécu dans d'autres pays où je vois qu'un effort au niveau administratif a donné des résultats au niveau de l'incitation et du développement durable. Mais en Haïti, ça peine toujours à être une réalité. Donc, les interventions étaient super intéressantes, tous les commentaires aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions relatives à ce sujet pour ce soir, je voudrais non seulement vous remercier, mais aussi remercier les participants. Et je voudrais, s'il est possible, M. Wilder-Jean, que vous mettiez fin à cette présentation. Mais avant tout, je crois qu'il y a Alexis, Luc qui avait une question. Si c'est une question, pas de problème, on a encore du temps. On va prendre la question et après, je vous inviterai, M. Wilder-Jean, à faire la conclusion pour nous. Monsieur Alexis, à vous. Nous vous écoutons. Bonjour tout le monde et merci le présentateur pour cette présentation et l'échange aussi. Alors, j'ai bien suivi la présentation concernant les ODD et aussi le développement durable. Mais il paraît que les discussions ont été portées sur la question environnementale. La question environnementale
Alors que je ne dis pas que la question environnementale, c'est pas nécessaire, mais il faudrait regarder les deux premiers ODD et les deux premiers ODD 1 et ODD 2. ODD 1, il faut éradiquer la pauvreté et l'ODD 2, et éradiquer aussi la faim. Donc, si on n'attaque pas au premier et ODD, deuxième ODD, maintenant, arriver à la question environnementale, c'est pas trop facile. Comment on n'a pas attaqué le problème de la pauvreté, on n'a pas attaqué le problème de la faim dans ce pays, et puis là, on pourrait arriver à résoudre les problèmes environnementaux. Donc, peut-être c'est ces petits commentaires que je voudrais faire à ce sujet. L'autre commentaire est ouais, on parle des défis administratifs, c'est vrai, mais il y a d'autres défis, par exemple la mobilisation des ressources. Et pour financer les ODD, je crois qu'il y a quelqu'un qui a tenté de parler à ce sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pensé pour au moins financer les ODD? Il ne faut pas rester dans les ressources traditionnelles. Il faut venir avec des ressources innovantes. Par exemple, je crois qu'à l'échelle internationale, on parle de fonds verts. Donc, il faut trouver d'autres ressources parce que les ressources traditionnelles qu'on a, quand on dit les ressources traditionnelles, c'est les ressources fiscales ou bien les ressources domestiques, déjà dédiées à d'autres dépenses suivant l'aspect régalien des ministères. Donc, ça, c'est un défi aussi important aujourd'hui pour le financement des ODD, que ce soit en Haïti et dans les autres pays pauvres. Dans les autres pays pauvres. Peut-être ces petits commentaires que je voudrais faire. Merci beaucoup. Merci, M. Alexis. Vos commentaires sont les bienvenus. M. William Jean, à vous de vous remercier. Un mot de la fin pour nous. Il semble que M. William Jean a un petit problème de connexion, mais de toute manière, il est déjà 21h50. Non, je suis là. Ah, ok, allez-y. Allez-y, ouais. votre dernier je mot. voulais justement rebondir rapidement sur les propos d'Alexis Luc, mon cher ami. C'est qu'il était clair pour nous, les défis administratifs. Nous n'étions pas en train, malheureusement, d'analyser les défis financiers. Ce sont des défis administratifs et qui étaient justement l'élément fondamental pour nous pour démontrer que ces défis-là sont responsables de l'ineffectivité du développement durable. En parlant justement de la pauvreté, nous avons également parlé de la pauvreté en disant que la pauvreté, c'est un élément fondamental. Il suffit de regarder la pauvreté qu'il y a en Haïti et il n'y a pas de paix. Et c'est la raison pour laquelle j'avais profité de la question du diverger pour dire nous sommes dans une insécurité alimentaire atroce et il faut utiliser ces déchets biologiques-là afin de parvenir à fabriquer des engrais naturels pour pouvoir essayer justement de remembrer l'agriculture en parlant d'utilité, du caractère utilitaire des déchets. Merci. Je dis merci à l'assistance. Je dis merci à Dr. Fred Selimène qui m'avait demandé d'intervenir. Je dis merci à Dr. Providence, bien qu'il soit déjà parti. On en avait parlé, pour quelles raisons il ne pouvait pas rester. Merci à M. Smith-Horry qui a joué un rôle fondamental dans cette présentation. Je dis merci à tous les intervenants sans distinction aucune. Je dis merci à tous ceux qui étaient présents mais qui n'ont pas pu intervenir, mais qui ont choisi pour une raison quelconque de ne pas intervenir. Ça a été pour moi l'occasion de participer à la construction du savoir, tout comme vous m'avez aidé également à construire mon savoir et mon savoir-être. Je vous en remercie de tout cœur. J'espère qu'on verra justement dans une autre conférence, mais en rapport avec le droit administratif, l'environnement littoral, etc., etc. Merci beaucoup. Merci, Jean Wilder. Sur ces mots, je vous remercie. Au revoir à vous tous. Merci à vous tous. À dimanche prochain pour d'autres diffusions. Au revoir Merci. À tous. Merci.
Bon, frère, mon cher, blaguer. Mon cher, merci.